pris ce titre pour évoquer en fait comment le monde a basculé au lendemain des attentats du 11 septembre. Et pour illustrer les invasions barbares, j'ai choisi une œuvre de Mounir Fatmi, qui est un artiste qui est très présent dans cet ouvrage, car son travail, en fait, c'est un des artistes qui a travaillé sur des thèmes extrêmement politiques. Et Mounir Fatmi a fait une série d'installations inspirées par les attentats du 11 septembre qui sont intitulées Save Manhattan, dans lesquelles il tente de reconstituer la skyline de Manhattan comme si les attentats du 11 septembre n'avaient pas eu lieu. Et dans celle qui est reproduite ici, qui est Save Manhattan One, il a utilisé des livres. Dans chacune de ces installations, il utilise des objets, donc c'est très archaïque la manière dont c'est fait. Techniquement, n'importe qui pourrait le faire, ça ne demande pas du tout des moyens hautement technologiques. Et tous les livres qui sont utilisés dans cette installation sont des livres qui ont été écrits après les attentats du 11 septembre sur le terrorisme, des livres de Samuel Huntington, de Noam Chomsky, etc., plus deux copies du Coran pour les deux tours jumelles du World Trade Center. Le premier chapitre, The East is a Career, est un peu une histoire du monde arabe entre son âge de gloire et la mainmise coloniale de l'Europe. Et une des œuvres qui figure dans ce chapitre est une peinture de Hassan Moussa, un artiste soudanais. Une peinture sur une carte historique du monde arabe avec la Mecque, Cordoue, etc. Et dans cette peinture, nous avons des fragments humains, des bras, des mains, des pieds coupés, bandés, qui sont évidemment très représentatifs de l'état dans lequel se trouve ce monde arabe, dans lequel il n'y a pratiquement que des guerres et des misères. La grande illusion, qui est le titre de notre chapitre 2, comme son nom l'indique, en fait, évoque cette période post-coloniale, les guerres d'indépendance, dont la guerre d'Algérie, sur laquelle je m'étale un certain temps, et puis la manière dont ces pays, en fait, ont été façonnés pour ne pas fonctionner. Et une des images que je trouve très parlantes par rapport à cette partie du monde, c'est le travail photographique de Ito Barada, une artiste qui est basée à Tanger. Et Tanger, c'est la plaque tournante, en fait, de tous ces migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne et même de certaines régions du Maghreb pour tenter de traverser le détroit de Gibraltar ou d'aller dans les enclaves espagnoles. Et Ito Barada est une artiste, en fait, qui photographie Tanger. Elle ne photographie pas la misère, elle ne photographie pas vraiment les migrants eux-mêmes dans ce que ça a de terrible, mais dans ces photos de normalité, on voit des allusions à cette idée que les gens veulent partir. Comme par exemple ici des femmes qui se préparent à traverser une rue qui pourrait être une rue vue en plongée, qui pourrait être une mer ou un fleuve, tandis que de l'autre côté, il y a un jeune homme qui transporte un énorme bateau, une énorme maquette de bateau, et c'est d'autant plus troublant que ce sont des photos qui ne sont pas des mises en scène, ce sont des photos qu'elle a prises sur le vif. Donc, que faisait ce garçon avec cet énorme bateau en pleine rue à Tanger? Il ne fait pas bon d'être arabe de nos jours, c'est le titre du chapitre 3, c'est une citation de Samir Ossir qui est tirée d'un livre que j'aime beaucoup, Considérations sur le malheur arabe. Et c'est un livre qui a été écrit il y a presque 10 ans, mais qui reste d'actualité malgré tout ce qui s'est passé depuis, et qui a un portrait, en fait, un état des lieux de la situation dans le monde arabe. Et donc ce chapitre, c'est le présent, ou je dirais le présent des années 60 jusqu'à aujourd'hui, un état des lieux de cette situation extrêmement moribonde dans le monde arabe, notamment avec le conflit israélo-palestinien. Et au début de ce chapitre, je dresse une liste de toutes les guerres qu'a connues le monde arabe depuis la Seconde Guerre mondiale. En fait, la liste seule prend plus qu'une page. Ça dit évidemment la situation. Et probablement qu'une des œuvres les plus marquantes pour ce chapitre et pour le livre tout entier, c'est une installation de Ala Younes, une artiste qui a pris des figurines de soldats en plomb
et à reconstituer à l'échelle les armées, toutes les armées de la région, avec proportionnellement le nombre de soldats, ce qui fait qu'on a une installation en fait où on a une multitude de soldats qui sont tous alignés. C'est extrêmement impressionnant à voir et qui sont peints avec les couleurs des uniformes de leurs pays respectifs. Alors le chapitre 4 est consacré un peu à cette relation très conflictuelle entre d'une part l'Amérique et d'une autre part le monde arabo-musulman. Il commence d'ailleurs avec un extrait du discours du Caire de Barack Obama qui évoque ce sujet. Et évidemment, la pierre angulaire de cette relation très conflictuelle, c'est les attentats du 11 septembre, avec une profusion d'œuvres qui a été réalisée après ces attentats du 11 septembre. Alors un exemple, c'est les peintures de Hannibal Srouji. Et c'est assez troublant parce que c'est a priori des peintures abstraites jusqu'à ce qu'on se rende compte que la structure verticale, c'est une des tours du World Trade Center qui est en train de brûler. Et en fait, Srouji a fait ses peintures d'une part parce qu'il appartenait à une association dont les bureaux étaient dans le World Trade Center. Donc pour lui, en fait, lui qui est libanais, arabe, les attentats du 11 septembre et cette destruction des tours, il se considérait anéanti avec la destruction des tours. Mais il y a un autre aspect de son travail, d'où le titre qui est Cage, c'est une réaction aux lois, au Patriot Act qui ont été promulguées après les attentats du 11 septembre, qui réduisaient la liberté des gens. Et d'où le fait que cette tour, elle prend des formes de barres verticales et ressemble à une cage. Chapitre 5, Babel. Et avec un chapitre pareil, évidemment, on s'attend à voir l'Irak. Et effectivement, on a entre autres l'Irak, on a l'imagerie de Saddam Hussein, on a l'imagerie du leader arabe en général, avec entre autres une installation d'un jeune artiste libanais, Pascal Hachem, qui a fait un travail sur des mains avec des doigts tendus de leaders politiques. Et puis il y a toute cette idée du mythe de la tour de Babel qui est entre autres illustrée par deux artistes qui sont le Libanais Ayman Baalbaki et la Syrienne Diana Al-Hadid. Diana Al-Hadid est une artiste qui fait des sculptures géantes, des espèces de ruines qui gisent au sol. Et cette œuvre, The Tower of Infinite Problems, évoque à la fois ce mythe de la tour de Babel que les restes, que les ruines fumantes du World Trade Center telles qu'on les avait vues après les attentats du 11 septembre. Alors le livre étant dans son ensemble extrêmement optimiste, c'était normal que son dernier chapitre s'intitule The Collapse of the Stellar Universe will occur in like creation in grandiose splendor. C'est une citation de Blaise Pascal. Que j'ai trouvé dans un film, The Lessons of Darkness, un film de Werner Herzog qui pratiquement pendant 1 heure nous montre les destructions de la guerre Iran-Irak avec les puits de pétrole qui sont en train de brûler. Et dans ce chapitre, j'évoque de nouveau un peu le mythe de Babel parce qu'il y a ces villes du monde arabe qui sont en train de monter, Dubaï, Abu Dhabi, Doha. Et puis d'un autre côté, on a une autre partie du monde arabe qui est dans le chaos le plus total, la Palestine, l'Irak, le Maghreb. Et bon, il y a pas mal d'œuvres qui illustrent ce chapitre, dont une installation de Horeib Toukan, qui est une recomposition géographique du Proche-Orient. Et en fait, c'est un travail qui est basé sur un email qu'elle a reçu d'une proposition faite par un colonel à la retraite dans l'armée américaine qui disait, voilà, il faut recomposer le Moyen-Orient, The New Middle East, avec des nouveaux territoires, on redécoupe, parce que le découpage qui avait été fait par les Français et les Anglais n'était pas bien, donc il faut faire mieux. Et Horeib Toukan a réalisé donc une espèce de puzzle géographique. Et dans la photo, en fait, on voit l'artiste en train de faire son installation, donc de recomposer la carte du Moyen-Orient dans quelque chose qui ne ressemble plus à rien, qui n'a absolument plus aucun sens. Et c'est toujours cette épée de Damoclès qu'on a sur la tête, c'est-à-dire on se demande
à quelle sauce on va nous manger et qu'est-ce qu'on va encore nous servir et qu'est-ce qu'on va devenir.